Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 7. Je m'appelle Max. Après nous être intéressés à ce genre d'arbres et de fleurs qu'on appelle la Terre, rapprochons-nous ici de l'espèce animale, constituée des plus petits insectes aux plus grands prédateurs. Le mot animal vient du latin animalis, qui signifie animé, vivant. L'animal est donc un être vivant, organisé. Contrairement aux végétaux, il est sans chlorophylle et doué de sensibilité. Il se nourrit de substances organiques, mais, contrairement aux végétaux, il ne produit pas son énergie à partir du soleil par la photosynthèse. Rappelons que l'humain est lui-même un animal, car il ne possède aucune différence radicale avec d'autres espèces. Sur le plan physiologique, nous sommes très proches des primates. On s'aperçoit que du point de vue comportemental, c'est-à-dire en termes de communication, de fabrication d'outils ou de résolution de problèmes, le chimpanzé reste proche de nous. Bref, comme l'humain, l'animal est un être complexe, multicellulaire, même si on distingue chez les animaux plusieurs espèces, certaines plus complexes que d'autres. Parmi les formes les plus primitives, on trouve par exemple les éponges, les coraux. Toutefois, l'ensemble des animaux constitue ce qu'on appelle la faune. Certains animaux vivent en communauté organisée, exactement comme notre espèce. L'exemple des abeilles et des fourmis sont bien sûr les plus connus, mais non les seuls. Au final, la différence entre nous n'est pas si importante que cela, sauf peut-être en ce qui concerne notre capacité à, par exemple, philosopher, à projeter le futur ou à avoir conscience de sa propre conscience. L'humain a pris l'habitude de se dissocier de l'animal, parce que l'animal ne possède pas de langage particulier. Très longtemps, il nous fut inculqué que le langage animal n'était régi que par l'instinct, la nécessité, et ne reposait que sur un code de signaux. En fait, on se rend compte aujourd'hui combien cette approche est réductive, voire fausse, car de l'insecte au mammifère, nous découvrons la complexité insoupçonnée et la richesse du langage animal. Contrairement à l'affirmation aristotélicienne connue, non, le langage n'est pas le propre de l'homme. Il peut être non-verbal, s'exprimer par le biais de sons, de cris, par le biais d'une gestuelle, par la télépathie, par des odeurs, etc. Pour exemple, une étude récente a révélé que les éléphants s'appellent par leur nom et que les éléphants sont capables de pensées abstraites. Leur vocalisation, depuis leur trompe jusqu'au grondement sourd de leur corde vocale, couvre un large spectre de fréquences, y compris des sons infrasoniques inférieurs à la gamme audible par l'oreille humaine. La différence fondamentale entre animal et humain est que le langage animal n'indique pas de réponse complexe de l'interlocuteur. Autrement dit, si les animaux sont capables de se répondre, ils ne dialoguent pas ni ne débattent d'un sujet et ne font pas usage de signes ou de symboles linguistiques. Par contre, comme le suggérait Montaigne, si nous pensons être la seule espèce à disposer d'un langage, c'est juste parce que nous avons jusqu'à présent été incapables de comprendre celui des animaux, mais aussi parce qu'il nous arrange sans doute de penser que l'animal est inférieur à l'humain, vu que nous l'exploitons de toutes les manières possibles. Les études comportementales, cognitives et neurobiologiques, en passant par la communication animale intuitive, eh bien, tout nous indique que les animaux sont des êtres vivants sensibles,
Ils éprouvent des émotions, qui font preuve d'intention, qui font preuve d'empathie, qui font preuve d'intelligence, d'ingéniosité et d'une capacité incroyable à résoudre des problèmes parfois complexes dans un environnement donné. Mais aussi, on sait qu'ils ressentent la douleur physique et psychologique. La conscience animale occupe l'espace immédiat. Il vit l'information de l'instant présent. Chose a priori plus difficile évidemment à percevoir chez les minéraux et végétaux. L'animal ne produit ni philosophie, ni sciences humaines, ni sciences exactes, ce qui ne l'empêche en aucune façon d'être membre d'une communauté organisée. On sait que les animaux sont dotés de capacités surprenantes qui font penser à ce qu'on pourrait appeler une sorte de supraconscience. Par exemple, rappelez-vous ces cellules cancéreuses que le nez d'un chien est capable de repérer, ou ces chiens et chats qui retrouvent leur maître en parcourant des centaines de kilomètres sans carte, ni personne à qui demander le chemin, ou ces animaux prévenant leur gardien d'un danger parfois et qui permet de sauver leur gardien, mais aussi ces animaux informés de catastrophes à venir, comme par exemple les tsunamis, les raz-de-marée ou les tremblements de terre, et qui quittent les lieux avant, tandis que les humains ne sont absolument pas conscients du danger qui les menace. Étonnamment, on retrouve dans ces cas-là beaucoup d'humains décédés, peu d'animaux, sauf évidemment ceux qui ne pouvaient fuir. Il existe beaucoup de faits impliquant des animaux, vis-à-vis desquels les comportementalistes et les scientifiques semblent dépassés, mais qui prouvent que, contrairement à ce que disait Descartes, les animaux ne sont pas de simples automates. Au contraire, ils font parfois preuve d'une supraconscience, d'une préscience, appelons ça comme vous voulez, mais qui montre que des informations leur parviennent. Il s'agit donc bien d'une forme de connaissance intuitive, de conscience et de savoir.